suis Marie-Claude Lavallée. Bonjour à tous, bon vendredi. Aujourd'hui, à RDI Santé, le docteur Carl Weiss va nous donner ses conseils pour organiser nos barbecues sans s'empoisonner ni empoisonner la visite. Deuxième partie de l'émission, la docteure Dominique Sinotte va nous parler de ces chirurgies beaucoup moins invasives qu'avant, ce qui permet de se remettre beaucoup plus vite, entre autres. On parle de laparoscopie. Il y aura démonstration, mais d'abord, vos nouvelles. Un traitement unique pour traiter plusieurs des symptômes de l'autisme pourrait bientôt être mis au point. L'espoir des chercheurs américains porte sur une molécule qui joue un rôle clé pour activer les neurones et qui aurait une action bénéfique sur les troubles autistiques. En fait, après avoir modifié génétiquement des souris de laboratoire pour qu'elles présentent les symptômes similaires à ceux des humains, les scientifiques se sont aperçus que ce traitement expérimental réduisait 2 des 3 grands troubles de l'autisme, c'est-à-dire les comportements répétitifs et le manque de socialisation. Des recherches qui s'annoncent encourageantes au moment où le dépistage de cas d'autisme est en constante augmentation. Pendant que plusieurs rêvent de prendre leur retraite à 65 ans ou même avant, 1100 médecins de 70 ans et plus sont toujours actifs au Québec. Une trentaine ont même de 85 à 97 ans. Et oui, et tous ces doyens de la profession font en ce moment l'objet, pas en ce moment, mais font en général l'objet d'une surveillance accrue du Collège des médecins depuis le début de l'année. Pour s'assurer qu'ils soient d'abord toujours aussi compétents et pour éviter des bavures médicales, ils sont donc soumis à un questionnaire obligatoire. Et ceux qui n'obtiennent pas une note satisfaisante et qui veulent continuer de pratiquer quand même doivent alors se plier à un stage ou à du tutorat sous la supervision donc d'un comité d'inspection professionnelle. Des ateliers ont aussi été créés pour aider ces médecins-là à prendre leur retraite, mais pour eux, en fait, pas question d'arrêter. Certains adolescents sont vraiment prêts à tout pour s'enivrer rapidement. Vous voyez ces images, ils cherchent vraiment ce qu'on appelle le buzz d'alcool. Et bien, comme ils ont parfois de la difficulté à acheter l'alcool, ils boivent des substances dangereuses, comme ce que vous voyez donc, imaginez-vous, qui vont jusqu'à consommer du désinfectant pour les mains. En Californie, 6 ados américains victimes d'un empoisonnement à l'alcool à cause de cela se sont retrouvés à l'urgence. Et le milieu médical souhaite seulement qu'il ne s'agisse pas là d'une nouvelle tendance, tellement le danger pour la santé est grand. Ces désinfectants sont composés de 62 % d'alcool éthylique, qui est lui-même un composant de base des boissons alcoolisées. Le temps qu'on connaît en ce moment au Québec ressemble davantage à novembre qu'à avril et c'est notre morale qui en prend un bon coup. Ce temps morose peut se traduire chez certains par des réactions d'impatience ou d'agressivité parce que quand il fait gris et qu'il pleut, le corps produit davantage de cortisol, cette hormone qui influence le niveau de stress selon des psychologues. L'air lourd, explique-t-il, nous met sous tension et nous énerve. Il nous recommande donc de ne pas aborder de sujets qui peuvent alimenter la controverse quand il fait mauvais comme ça et de ne pas se laisser envahir par la nostalgie ou la mélancolie. L'idéal, c'est d'essayer de compenser en prévoyant des activités à l'intérieur et de bien s'entourer de gens qu'on aime. Et le docteur Carl Weiss est avec nous ce matin. Il va nous parler des façons sécuritaires de faire des barbecues. On sait qu'avec le beau temps et la chaleur qui vont finir par arriver, la viande peut vite devenir dangereuse. Mais juste avant, on va revenir sur ces antibiotiques qu'on donne en masse aux animaux d'élevage parce qu'on a eu beaucoup de courriels sur le sujet. Bonjour, cher Carl. Bonjour, Marie-Claude. D'abord, est-ce que vous avez l'intention de pratiquer jusqu'à 97 ans? Ben, si je me rends, pourquoi pas, C'est la évidemment. grâce que je vous souhaite. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, les médecins de cet âge-là? Est-ce que, en général... Ben, si les gens sont compétents, bien sûr, ils peuvent continuer de pratiquer. C'est des gens qui apportent beaucoup au système. Ils ont énormément d'expérience, beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience. Et il y en a qui sont excellents là-dedans. Bien sûr, il faut se garder à date. Et en médecine, vous savez, on est d'une des très rares, je vous dirais, professions qui est obligée de se garder à date de façon continue. Et on est contrôlé par rapport à ça. Donc, il n'y a aucune raison de s'arrêter si vous pouvez continuer. Bien. Là-dessus, on revient sur ce sujet qui a fait la une de la presse il y a quelques semaines sur les antibiotiques qu'on donne aux animaux que par la suite on consomme. Commençons donc par rappeler aux gens la quantité d'antibiotiques qui se retrouvent dans notre corps par ces antibiotiques qu'on donne aux animaux. Bon. Et la puissance de créer une résistance aux antibiotiques chez nous. Alors là, il faut comprendre deux choses. Je ne suis pas un expert en médecine vétérinaire, bien sûr, mais on donne des antibiotiques aux animaux, surtout pour essayer d'éviter la propagation dans des élevages industriels de maladies qui pourraient créer de gros problèmes. Imaginez-vous que vous avez 1 million de poulets dans un poulailler industriel et vous avez une maladie qui pourrait emporter les poulets très rapidement. Ce sont des pertes économiques très importantes. Là, vous allez dire, oui, mais on pourrait revenir à une agriculture plus, entre guillemets,
guillemets, moins intensive. Oui. Le problème, c'est que Petite. si vous faites ça, vous ne serez pas capable de nourrir les 6-7 milliards d'habitants sur la planète et surtout, les prix de tous ces aliments-là vont augmenter de façon considérable. Donc, c'est un autre débat de société. Oui. Et il y a aussi des maladies qu'il ne faut pas oublier qui étaient présentes dans le monde agricole et qui se transmettaient aux humains tant qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc, c'est une arme à double tranchant. Alors, on ne peut pas être complètement ni à un extrême ni à un autre extrême. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Ce qu'il faut savoir, oui. par contre, c'est que ce n'est pas tous les animaux qui sont soumis à la prise d'antibiotiques, premièrement. Deuxièmement, souvent, on va sevrer les animaux, c'est-à-dire on va arrêter de leur donner des antibiotiques, par exemple les porcs, quelques semaines avant l'abattage. Donc, ces gens-là, l'antibiotique va être, entre guillemets, éliminé. Troisièmement, ce qui arrive, c'est lorsque vous faites cuire la viande, les antibiotiques, ce sont souvent des protéines ou des dérivés de protéines, donc qui sont très sensibles, thermosensibles à la chaleur. Lorsque vous allez faire cuire la viande, vous allez inactiver ces antibiotiques, donc la chance que vous en preniez devient à peu près nulle. Et il ne faut pas aussi tomber dans le panneau extrême de dire je vais payer des... Parce que là, il y a tout un aspect de marketing qu'on vend aux gens en disant viande sans antibiotiques, qui est parfois beaucoup plus cher et qui n'est pas forcément un meilleur label de qualité. Donc, il faut faire attention entre ces deux choses. Là où, par contre, le problème existe, c'est l'antibiothérapie intensive chez les animaux peut favoriser l'émergence de certaines bactéries résistantes chez les animaux qui, éventuellement, pourraient donner des pathologies humaines de façon indirecte, mais pas par la consommation, par le contact direct avec les animaux. Donc, éventuellement, vous allez avoir des animaux qui vont développer ces bactéries résistantes. Ces bactéries résistantes, avec les humains qui sont en contact avec ces animaux-là, vont finir par être colonisés, donc vont les attraper. Et ça pourrait être introduit en médecine humaine éventuellement. Alors, je prends l'exemple de Campylobacter, qu'on va en parler, là, qui sont des bactéries qu'on peut retrouver dans les poulets, certaines salmonelles, mais aussi certains entérocoques, des bactéries qui... aujourd'hui, sont résistantes à la vancomycine. Vous savez, les gens ont peut-être entendu parler de ça chez des patients hospitalisés. Quand on parle de grippe aviaire, par exemple, ça serait par la consommation, par contre? Non, la grippe aviaire, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est quelque chose de complètement différent. On est dans le virus, là, de toute là, façon. ce sont des virus, puis c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Dont on reparlera sûrement un jour. Mais pour l'instant, comme on est dans la viande, la viande qu'on consomme, qu'on mange, et que la belle saison s'en vient, va finir par arriver, on l'espère. Barbecue. Comment on fait pour avoir des barbecues sécuritaires, pour ne pas empoisonner sa visite ou s'empoisonner soi-même? Parce que, bon an, mal an, c'est par millions que les Canadiens s'empoisonnent. Oui. Alors, il y a deux façons de s'empoisonner. Soit vous allez avoir ce qu'on appelle des toxines. Par exemple, si vous laissez de la salade, et très souvent, ça va être des salades de pâtes, salades, etc., pommes de terre, etc., qui peuvent se contaminer avec des bactéries qu'on va avoir dans les mains, par exemple du Staphylococcus aureus. Ces bactéries-là vont produire des toxines. Les toxines vont aller dans la salade. Si vous ne les avez pas bien réfrigérées ou si vous les laissez exposer à une température ambiante pendant trop longtemps, ces bactéries se multiplient. Vous mangez donc l'aliment en question et vous allez développer une infection qui va survenir très rapidement après l'ingestion des aliments. Souvent, c'est de 6 à 12 heures. Ce n'est pas une infection qui est due aux bactéries directement, mais qui est due aux toxines produites par les bactéries. Ce sont souvent des maladies qui sont limitées dans le temps. C'est-à-dire vous allez être très malade pendant 12 à 24 heures, puis c'est fini. Et puis ça va partir tout seul, mais vous allez être très malade pendant 12 à 24 heures. Ce qu'on appelle un empoisonnement alimentaire. Oui, et c'est souvent explosif. Les gens ont beaucoup de diarrhée, beaucoup de vomissements, des douleurs abdominales très intenses, etc. Ça passe, mais c'est très désagréable. Donc, il y a cet aspect-là, production de toxines. Et le deuxième aspect, c'est la contamination par des bactéries où la viande n'a pas été assez cuite, et on va y revenir là-dessus, où vous avez manipulé de la viande de façon non sécuritaire et vous avez contaminé de façon croisée d'autres aliments. Par exemple, vous avez pris du poulet, vous voulez faire du poulet au barbecue, vous coupez votre poulet sur une planche à bois et vous ne nettoyez pas bien votre planche à bois ou votre couteau ou vos mains ou la surface sur laquelle vous avez préparé votre poulet. Vous allez faire votre barbecue de façon sécuritaire, mais là, vous avez décidé que vous allez faire votre salade après ça, qui, elle, ne sera pas cuite. Vous coupez votre salade sur votre planche à bois qui a été mal nettoyée. Genre juste rincer, c'est pas assez. Là. Non, il faut vraiment laver le savon avec de l'eau chaude, idéalement. Mais c'est pas juste ça, c'est bien se laver les mains, bien laver le comptoir au pourtour, ne pas croiser les aliments qui sont pas cuits avec ceux qui sont cuits, ne pas croiser également les aliments que vous allez consommer crus avec les aliments qui potentiellement vont être contaminés. Et ça, là, les gens n'y pensent pas. Le nombre, comme vous pouvez le savoir, il y a peut-être jusqu'à 10-12 millions d'intoxications alimentaires par année au Canada. Absolument. Et un des aspects aussi à ne pas négliger, c'est la fameuse marinade. Vous savez, on fait mariner la viande, puis des fois, les gens vont prendre de cette marinade pour arroser la viande, soit après la cuisson ou en fin de cuisson. Et ça, si on veut faire ça, on est mieux de garder de la marinade à part, là.
complètement Tout à fait. à part. Si c'est en fin de cuisson et c'est encore au niveau de la chaleur dans votre barbecue, à ce moment-là, il n'y a pas trop de problème. Mais ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, c'est de garder la marinade sur le côté. Une fois que la viande est cuite, décider de la rajouter là-dessus. Là, c'est sûr que vous venez de vous contaminer. On se met à risque. Un autre aspect sur lequel je pense les gens passent un petit peu vite en se disant, bouf, il n'y a pas de danger, c'est de la bonne viande, c'est la décongélation du produit. Les gens Ouais. prennent la viande dans le congélateur, la laissent sur le comptoir tout l'après-midi. Pourquoi c'est plus dangereux que de la décongeler au frigo? Ça dépend. C'est plus dangereux parce que vous allez avoir une température ambiante qui va être plus élevée, qui risque de faire multiplier les bactéries plus rapidement. Mais ce qui est très important de se rappeler, c'est de bien cuire les aliments. Si vous faites bien cuire les aliments, il n'y aura aucun problème. Et ce qui est important avec la viande hachée, par exemple, contrairement au steak, pourquoi les gens me disent, mais oui, mais la viande hachée, vous nous dites de bien la cuire, puis les steaks, vous nous dites qu'on peut les manger assez saignants. C'est parce que la viande hachée, finalement, c'est de la viande qui a été mélangée. Donc, vous pouvez retrouver à l'intérieur, si vous voulez, de votre viande hachée, une bactérie qui, normalement, se serait trouvée en surface de la viande. Dans le steak, ce qui arrive, c'est que l'intérieur de la viande est peu affecté par les bactéries, parce que ce serait difficile pour les bactéries d'aller au milieu de votre steak. Et comme vous le faites griller à l'extérieur, c'est ce qui est important, c'est d'éliminer les bactéries qui se retrouvent à l'extérieur donc de la viande, alors que sur la viande hachée, vous pourriez en avoir au niveau de votre hamburger en plein milieu, vu que ça a été préparé, et à ce moment-là, vous pourriez vous contaminer. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la maladie du hamburger. Maladie hamburger. Vous êtes en train de dire aux amateurs de steak saignant, bien saignant, que c'est correct, c'est possible. Tout à fait. Tant que le steak est cuit à l'extérieur, il n'y a aucun problème à manger des steaks saignants, mais il ne faut pas manger des hamburgers saignants. C'est ça la différence entre les deux. Donc, manger des steaks saignants, il n'y a aucun problème. Manger des hamburgers saignants, il y a un problème. Bon, je ne sais pas si ça vous tente d'aborder ce sujet-là brièvement, l'aspect cancérigène des viandes trop grillées ou trop, toutes les vapeurs, pas les vapeurs, mais enfin, comment on peut rappeler ça, tout ce qui est brûlé, on dit que ça peut être toxique pour nous. Oui, à un moment donné, ça peut augmenter le risque de cancer du côlon, mais il faut savoir qu'on vit aussi dans un pays où le barbecue, c'est limité dans la saison. C'est vrai. Et puis donc, c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours. Moi, je vous dirais par contre, ce que les gens doivent se rappeler, une des causes les plus importantes de contamination au barbecue, c'est le poulet. Et les gens doivent faire très attention sur la manipulation du poulet. La première cause d'infection bactérienne au Québec, c'est souvent ce qu'on appelle des campylobactères. Les campylobactères, c'est des bactéries qu'on retrouve dans le poulet et souvent c'est dû à une mauvaise manipulation des aliments, soit au cours de la préparation, soit au cours de la cuisson, etc. Et les gens se contaminent de façon quand même relativement fréquente l'été. À la rigueur, diriez-vous que même quand on fait couvrir le paquet de poulet, là, on déchire le plastique avec ses mains, avec ses doigts, on met le poulet sur le barbecue, dans la poêle, qu'on devrait tout de suite se laver les mains. Dès qu'on a manipulé tout ce qui est près du poulet. Dès que vous avez touché du poulet cru et que vous avez fini de le préparer, vous devriez vous laver les mains pour être certain qu'après ça, vous n'allez pas auto-contaminer d'autres aliments ou votre comptoir ou votre surface sans vous en rendre compte et que vous allez poser ensuite d'autres aliments là-dessus qui, à leur tour, vont être contaminés. Il nous reste une minute. Il y a des gens qui aiment beaucoup le poisson sur le barbecue aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'infections liées, de bactéries et de grosses intoxications liées au poisson aussi? Il y en a, mais c'est, je vous dirais, un petit peu moins, entre guillemets, dangereux. Le poisson pas très cuit peut être associé à certains types de parasites. Par exemple, les gens qui mangent du sushi, je dévie un petit peu, mais si vous aimez le poisson très très cru, comme moi, par exemple, à ce moment-là, vous pouvez, je vous dirais, être susceptible d'avoir certains microbes, mais qui sont surtout des parasites. Des vers. Oui, mais ce que je vous dirais, c'est que c'est beaucoup moins sévère que la viande. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que c'est très facilement traitable. Donc, le poisson, c'est moins inquiétant jusqu'à un certain point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus avoir des façons sécuritaires. Surtout, c'est la chaîne du froid qui est importante dans le poisson, c'est-à-dire de ne pas laisser traîner des poissons à l'extérieur pendant de longues périodes, etc. Donc ça, c'est peut-être plus cet aspect-là qui est important. Le poisson, je vous dirais, c'est moins important sur l'aspect bactéries, infection bactérienne. On lave nos mains comme il faut, on lave nos instruments, on fait attention de ne pas prendre un instrument qui a manipulé du poulet cru puis de prendre pour servir dans les assiettes. On fait attention à tout ça. Finalement. Oui, et puis surtout les hamburgers, faites très attention. Et avec les enfants, parce que la maladie du hamburger va souvent avoir des conséquences beaucoup plus, je dirais, dramatiques chez les enfants que chez les adultes. Et chez les personnes âgées aussi, hein, n'est-ce oui, pas? Mais les enfants surtout, n'oubliez pas que ça peut envoyer des gens en hémodialyse des fois. À ce point? Oui. On fait attention aux hamburgers. On les cuit. Oui, les hamburgers, c'est important. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne semaine, bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. On s'arrête et tout de suite après la pause, la docteure Dominique Sinotte sera avec nous pour nous parler de chirurgie par laparoscopie. Elle va même nous faire une démonstration.
Il fut un temps pas si lointain, mesdames et messieurs, où l'ablation de la vésicule biliaire ou de l'appendice pouvait nous garder à l'hôpital une grosse semaine. On en ressortait avec une grosse cicatrice. Les temps ont changé. De plus en plus d'interventions se font de façon moins invasive qu'avant, grâce à ce qu'on appelle la laparoscopie. J'ai demandé à la chirurgienne Dominique Sinotte de nous parler de laparoscopie. Et non seulement elle a accepté de nous en parler, elle a apporté tous ces instruments. Vous allez donc voir à quoi ça ressemble si vous connaissez quelqu'un qui doit subir bientôt une laparoscopie ou qui en a subi une. Bonjour, Dominique. Merveilleux, tous ces outils. Je ne sais pas si vous pouvez voir déjà la table qui est bien remplie. Moi, je vais être l'assistante. D'abord, juste une question pour nous expliquer, dans le fond, pour décrire aux gens, c'est quoi la laparoscopie? En fait, la laparoscopie vient du mot aussi laparoscopie. Laparo veut dire le ventre en tant que tel, scopie, voir à l'intérieur. Et on a le pendant un peu européen qui est la célioscopie, donc regarder à l'intérieur du ventre. Et en fait, on doit beaucoup aux gynécologues qui, eux, avaient commencé par une petite caméra, regarder dans l'ombilic et avec un petit instrument pour faire des ligatures des trompes, donc pour la stérilisation. Mais c'était compliqué au début, hein, parce que le chirurgien avait son œil collé sur le laparoscope, donc il y avait une seule main disponible et pouvait faire juste un geste, personne ne voyait. De nos jours, ça s'est amélioré avec le temps. Je vais passer l'historique, ça sera un peu long, mais en fait, maintenant, on a des caméras à fibre optique. Et on met une petite caméra au bout et tout le monde peut admirer notre travail sur un écran plat ou sur la télévision, de sorte que quelqu'un d'autre peut tenir la caméra. Donc, on a les deux mains qui sont libres et l'infirmière peut même anticiper les instruments dont on a besoin. Donc, c'est assez merveilleux de ce côté-là. Et vous regardez plus par le petit trou, là. Vous regardez carrément. On regarde devant nous. Alors, on est des super champions au Nintendo. Je peux battre n'importe qui parce que, en fait, même le chirurgien a dû s'adapter. Quand j'ai gradué, la laparoscopie n'existait pas. Et avec le temps, on s'est adapté, on a pris des cours et on a de l'expérience maintenant et on ne peut plus vivre sans laparoscopie. De sorte qu'au lieu d'opérer par en bas comme ça, on regarde l'écran devant nous et nos mains. Donc, il y a une adaptation. Il y a une séparation. Il y a une certaine séparation. On est en 2 dimensions, on n'est pas en 3 dimensions. On n'a pas l'effet tactile non plus. On ne peut pas tasser l'intestin avec nos mains. Il faut s'arranger avec les instruments. C'est une adaptation complètement différente, mais combien agréable et c'est fantastique. Oui, parce que, par exemple, si on prenait ce qu'on appelle la cholécystectomie, l'ablation de la vésicule biliaire, le mot savant pour dire ça quand on se fait enlever la vésicule, avant, c'était vraiment une semaine d'hospitalisation facilement. La cholécystectomie, alors cholécyste, ça veut dire la vésicule biliaire, tomie, ça veut dire enlever. Alors, c'est la grosse incision sous les côtes où on doit couper plusieurs muscles. Donc, l'hospitalisation n'était pas juste pour l'opération, mais pour la douleur post-opératoire. Et pas juste ça, c'est qu'une fois en dehors de l'hôpital, il fallait rester à la maison entre 6 et 8 semaines et il y avait des drains et des conséquences. Maintenant, 4 petits trous, on s'en sort. Et souvent, les gens vont dire 3 petits trous, c'est parce qu'ils oublient tous la caméra dans l'ombilic qui, elle, disparaît de l'imagination. Et on va en faire un exemple actuellement pour expliquer ce que c'est. Voici le ventre. Voici la bedaine ce matin. Ça, exactement. Alors, grâce à l'imagination de mon mari, on a ici un abdomen. Vous allez être à l'intérieur, mesdames et messieurs, de l'abdomen, dans le sens où on commence donc, vous m'avez expliqué avant l'émission qu'on commence par gonfler. On doit gonfler le ventre parce qu'en fait, notre ventre, il est tout collé ensemble, on ne voit rien du tout. On aurait pu mettre une caméra, on ne voit rien, tout est collé. Donc, on va injecter de l'air. 2 méthodes, celle avec une aiguille ou celle avec un trocar. Pour ce qui est de l'aiguille, c'est une aiguille qui va rapidement se refermer sur elle-même pour demeurer très mousse, de sorte que si on touche à de l'intestin, on ne va pas le bloquer. Le briser ou l'abîmer. Donc, l'aiguille est faite de sorte qu'elle a transpercé la peau, mais elle a tout simplement un bout mousse par la suite. Lorsqu'on a mis notre aiguille, on le branche sur une bonbonne et on injecte du gaz qui est relié à un instrument. Et en fait, c'est une pression qu'on injecte. Donc, une petite personne, et on le fait chez des bébés, l'appareil va arrêter d'injecter le gaz quand il y a une certaine pression dans l'abdomen. Ce n'est pas un volume qu'on injecte, c'est une pression. Et il y a un filtre ici, on voit le filtre évidemment pour éviter qu'il y ait des particules de l'air qui vont dans l'abdomen. Une fois que l'abdomen est bien gonflé, on ne peut pas travailler avec notre aiguille. On doit l'enlever, mais là, l'abdomen est gonflé. Et on va mettre ce qu'on appelle notre trocar. Qui est un instrument qui est déjà fait par la compagnie et qui est en fait, elle aussi, on voit que ça va percer avec des lames. Alors, il faut bien le faire. Ça perce avec des lames et très rapidement, aussitôt qu'on a traversé la paroi, elle se rétracte et on peut pousser le trocar et il n'y a pas de danger, encore une fois, de blesser l'intestin.
évidemment, il faut que le trocars soit vide. Donc, on retire l'intérieur. Bon, là, vous voyez, Alors, ça, c'est l'intérieur de votre ventre. et- Ça, c'est le ventre de l'extérieur. Et on va mettre un petit réducteur. On a des instruments minuscules, alors on appelle ça minuscule. Alors, vous devez comparer à une bonne vieille pince dans le passé. Et là, Je sais pas si on voit la... Oui, remontrer la pointe encore. Alors, pour on montrer doit montrer pince. que c'est de plus en plus petit. On doit le voir maintenant. Et on l'introduit dans le ventre. Donc, je suis à l'extérieur et on l'introduit donc dans le ventre. Et je vais pouvoir aller trouver ce que je veux opérer, la vésicule biliaire. Et on en introduit 3 ou 4 comme ça dans le ventre. Pas dans le même trou, par exemple. Hein? On en a d'autres. Alors, on a Il y a des 3, beaucoup 4 plus petits trocars à 5 mm aussi. Et on en a des 3 mm pour la thyroïde ou pour les enfants. Et on introduit ces trocars-là. Donc, le trou, il est minime. Et c'est sûr qu'à l'intérieur, à un moment donné, il faut couper les choses, il faut les enlever. Alors, au lieu de se mettre les doigts dedans, encore une fois, par le même trocar, on peut introduire une machine à clip. Et si on voit, on fait tout simplement mettre des clips. Et là, elle va tomber dans ma main. Oui, de près. Elle va peut-être tomber dans ma main. Et c'est une clip chirurgicale en titanium. Et ça va couper les vaisseaux, bloquer les vaisseaux en tant que tels, ou le canal cystique lors de la vésicule biliaire. Et c'est automatique. Donc, le petit morceau, mais ce petit morceau-là, il reste dans notre ventre après? Oui, mais de toute façon, on en aurait probablement mis aussi des genres de clips comme ça, même si la chirurgie était ouverte en tant que telle. Alors, c'est une petite brocheuse de titanium pour bloquer les vaisseaux, parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller mettre nos mains puis de faire des points. Et c'est ainsi que, mettons, l'infirmière va tenir la caméra et vous, c'est comme ça que vous regardez l'ordinateur et que vous manipulez, comme ça, vous coupez, vous allez plus loin, vous tassez. Avec nos 2 mains, à ce moment-là, on fait la chirurgie qui est appropriée. Il faut bien comprendre que à l'intérieur du ventre, là, c'est exactement la même chirurgie qu'on aurait fait si on avait coupé. On ne change pas le genre d'opération qu'on fait. On change juste la façon dont elle est introduite dans l'abdomen. Oui, la seule chose, c'est expliquez-moi, Dr. Sinotte, comment vous faites pour sortir une glande thyroïde, par exemple, par un trou de 3 mm, vous dites? Oui, en fait, Parce que la glande thyroïde est grosse quand même, comme... Oui, quand c'est la thyroïde, ce sont des instruments extrêmement petits. Mais il faut comprendre aussi que la peau s'étire de façon très importante. Ce sont plutôt les tendons qui ne s'étireraient pas. Alors même au niveau de la thyroïde, au niveau de l'ombilic, pour sortir la vésicule biliaire, ça s'étire de façon importante, qu'on pense aux femmes qui peuvent porter des triplets ou des quintuplets, donc la peau, ça s'étire. Alors ça, c'est pas un problème technique. Mais si la vésicule a des grosses pierres, vous écrasez les pierres à l'intérieur avant de sortir? On a même un instrument où on peut rentrer dans la vésicule biliaire et les écraser, les triturer ou les mettre en poudre et on le ressort facilement. Et diriez-vous, je suis peut-être obsédée par ça, mais que l'organe sort comme entier, là, comme on sortirait un jaune d'œuf un peu pris? On doit sortir les organes entiers, c'est le but. Et même hier, j'ai procédé à 2 appendicites, 2 appendicectomies, et on les met dans un petit sac. Les sacs sont stériles et pour ne pas infecter la plaie, on les ressort dans le petit sac et on tire sur le petit sac et comme je vous disais, la peau s'étire et on peut sortir l'appendice en un seul morceau. Et maintenant, la technique nous permet, par exemple, quand je fais des procédures pour des hernies, alors les hommes ont souvent des hernies inguinales, on le fait par la laparoscopie et on met un petit grillage, mais on peut rouler le grillage, l'introduire dans notre fameux trocar, il va se dérouler dans le ventre. De sorte qu'il y a beaucoup de techniques d'apprentissage qui sont merveilleux et il y a un avantage extrêmement important pour le patient. Ben, je comprends. Par contre, une petite question qui me vient comme ça aussi, est-ce que cet air que vous mettez au début peut être incommodant après, dans la guérison ou vraiment très peu? Très peu. C'est du gaz carbonique, du CO2, donc c'est réabsorbé très facilement dans le péritoine et qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on l'expire tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas venir au bureau 1 mois ou 2 mois après pour dire « je suis encore ballonné, ton air, je l'ai pas... » Non, regardez, c'est vraiment réabsorbé, vous l'avez expiré. Parfait. 48 heures, on n'en parle plus. 30 secondes pour vous demander aussi si on a le droit d'exiger la laparoscopie. À supposer qu'on est dans un endroit peut-être plus en région, où est-ce que le médecin est moins familier avec la méthode et s'apprête à vous faire une grosse coupure. 15 secondes. Certaines chirurgies sont des gold standards, comme la vésicule. On ne peut pas penser que quelqu'un qui aurait une vésicule biliaire va avoir une grosse coupure. C'est des gold standards. Par contre, si on pense à des chirurgies beaucoup plus poussées, comme les hernies, c'est tout à fait acceptable que le chirurgien fasse la hernie de façon classique. Moi, je l'ai fait par la laparoscopie. Mais par contre, on ne peut pas exiger. Le chirurgien doit être confortable, l'instrumentation doit être disponible et la bonne vieille chirurgie reste parfaite. Merci beaucoup pour cette démonstration. On va tous savoir maintenant ce que c'est que la laparoscopie. Pour être capable d'en parler. Merci beaucoup. Bienvenue. À très bientôt. Alors, en terminant, je vous donne les sujets de lundi. C'est tout le temps qui me reste. Le docteur Pierre Marcellet sera avec nous pour nous expliquer l'hypothermie thérapeutique, c'est-à-dire quand on fait descendre radicalement la température de quelqu'un pour lui sauver la vie. Et notre psychologue Élise Castonguay nous parlera du cerveau émotionnel. Soyez là lundi. D'ici là, bon week-end. Prenez bien soin de vous.